La TVT au cœur de l'information. Au sommaire de ce journal, la mise en vigueur très bientôt du système international d'unité dans les transactions et les services. Les commerçantes et commerçants sont sensibilisés sur la question. L'actualité au Togo, c'est aussi la clôture fiscale du projet de formation et d'appui au secteur de l'audiovisuel et des médias Profamed. Il s'agit à travers ce programme d'aider les médias sur différents plans et d'approfondir les connaissances des professionnels de ce secteur d'activité. Pour finir, nous allons nous intéresser au code togolais du cinéma et de l'image animée, les grands axes, les innovations contenues dans ce code, les perspectives pour le 7e art au Togo. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, un concours a été lancé. Les meilleurs projets novateurs au profit des enfants ont reçu des récompenses. L'événement a été aussi marqué par une exposition photo sur la situation des enfants en cette période de la pandémie de Covid-19. Solange Amondé avec à la voix Yasmine Kodia. 20 mamans. Le projet se déroule en 2 phases essentiellement. La première vise à faire une campagne digitale de vulgarisation. Des projets mis à contribution au profit des enfants. Des projets inspirés d'idées novatrices de ces 5 jeunes. En ce jour de récompense, ils sont honorés pour leur engagement en faveur de l'enfance. Ce chèque va me permettre d'aller au fond de la chose, de trouver ces enfants-là qui en souffrent et assurer leur alimentation. Notre projet, c'est un projet citoyen de construction de la latrine écologique EcoSan. C'est l'occasion aussi de remercier l'UNICEF pour ce soutien. Une journée célébrée donc par les enfants pour les enfants. En objectif, garantir un meilleur avenir pour chaque enfant. Une mission portée par l'UNICEF aux côtés des États pour assurer la protection des enfants. Nous, en tant que porte-parole de ces enfants, nous nous assurons que leur demande d'un futur meilleur dans un monde meilleur soit répercutée à tous les niveaux. Sensible à l'engagement des jeunes, la ministre de l'Action sociale les appelle à plus d'action pour la promotion des droits des enfants. La réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile constitue également un axe prioritaire de la politique du chef de l'État. J'en appelle donc au renforcement de notre synergie d'action pour combattre davantage tous ces phénomènes. La Journée mondiale de l'enfance a été instaurée depuis maintenant 67 ans pour promouvoir et faire respecter les droits des enfants. Une exposition photo sur les enfants en cette période difficile de crise sanitaire vient marquer la présente célébration sous le sceau des reporters d'images. La consultation pour le choix du thème du rapport national sur le développement humain a démarré, une initiative du ministère de la Planification avec l'appui du PNUD pour apporter les réponses aux besoins exprimés par la population. Plusieurs préoccupations seront prises en compte, notamment l'emploi des jeunes. Edwige Atakpa-Bassabi, Sandra Aziabé. Le Togo prépare son rapport sur le développement humain durable 2021. Cette édition, la 7e, intervient dans le contexte du Covid-19. Elle va permettre de fournir un ensemble d'informations sur des thématiques en lien avec le développement durable. L'État togolais a voulu véritablement répondre à cette crise sanitaire par la feuille de route présidentielle 2025. Cette dynamique, aujourd'hui, est reflétée dans la thématique qui a été sélectionnée. Alors la thématique est intitulée « Entrepreneuriat des jeunes, développement humain dans le contexte de la Covid-19 ». Cette croisée de thèmes reflète bien la situation présente. Et donc, ce n'est qu'une étape dans toute la démarche de développement humain. Les prochaines étapes qui vont venir
c'est d'arriver à pouvoir faire un diagnostic fouillé sur cette thématique pour permettre à l'État de disposer des éléments de réponse pour les politiques publiques. Face à cette crise sanitaire, le gouvernement togolais a mis les bouchées doubles pour la relance de l'économie. Nous attendons effectivement qu'à partir d'aujourd'hui, où la thématique a été sélectionnée, nous devons permettre d'accompagner à travers les analyses, tout ce que nous allons faire, d'accompagner l'État à pouvoir apporter certaines réponses qui sont laissées en veilleuse. La publication du rapport sur le développement humain est un outil promu par le PNUD en 1990 pour réorienter les actions de développement. Depuis 1995, le Togo fait la publication de ses rapports nationaux sur la thématique. En ce qui concerne l'instauration du système international d'unité dans les transactions et les services, eh bien, la mise en vigueur, c'est pour très bientôt au Togo. C'est une disposition qui consiste à la pesée des produits. Le ministère en charge du commerce sensibilise déjà les commerçantes et commerçants sur cette pratique à Atapami. Sylvain Abdou. D'ici 3 à 4 ans, les instruments de mesure non conventionnels et les mesures en tas souvent observées dans les marchés vont disparaître et laisser place au système de mesure d'unité, les balances et les bascules. C'est dire que tous les produits sur le marché seront désormais pesés avant leur achat. Mais avant sa mise en vigueur, il faut sensibiliser les uns et les autres de la région des plateaux sur l'instauration du système international d'unité. Nous constatons que nos frères, nos sœurs utilisent différentes sortes de bols, de paniers pour les ventes et les achats. Parfois, les ventes sont faites à partir des tas. Et ces bols et paniers non seulement varient d'un marché à un autre, mais aussi varient d'une région à une autre et ne permettent pas de faire des mesures exactes. D'où la nécessité d'utiliser les instruments conventionnels, les instruments du système international d'unité, qui sont admis de façon universelle. Le Togo veut aller vers le conventionnel pour permettre à chaque acteur de tirer le maximum de profit. Ça va non seulement éviter les pertes pour les commerçants, ça va augmenter aussi le pouvoir d'achat des producteurs et des consommateurs. Et au même moment, ça va permettre de garantir la loyauté dans les transactions qui se font et aussi d'établir une confiance entre le vendeur et l'acheteur. Cette démarche entend créer les conditions d'un commerce juste à travers l'instauration du système international d'unité, mais aussi va permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des producteurs et des consommateurs. Et ce système international d'unité va aussi concerner le secteur de l'élevage. À propos justement, le Togo s'illustre depuis 2013 dans la production du tilapia bio. L'initiative est portée par Lofty Farm qui vient d'ailleurs de présenter le produit au public. Carmen Madiakapo. Madia, le tilapia bio made in Togo, produit dans les cages de Lofty Farm à Vepozo et à Nangweto. Des poissons biologiques, sans additifs ni produits chimiques. Du poisson produit au Togo pour les Togolais. Il est présenté au public avec toutes ses qualités. La spécificité, c'est que nous produisons en même temps nos aliments, les alevins, jusqu'à surgélation. Tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur ramenée d'ailleurs pour ajouter, mélanger à ce qu'on fait. Alors cela nous permet de suivre la traçabilité de ce qu'on produit. De l'écloserie aux alevins, du grossissement aux poissons, sans oublier la provende. À Lofty Farm, c'est toute une production à la chaîne. L'artiste humoriste Joy Lafoudre devient l'ambassadeur de la marque. C'est le fruit d'un travail qui a commencé depuis. Le rôle principal, c'est de pouvoir montrer, de pouvoir exciter toute la population à consommer les mandia tilapia. Nous allons sillonner les marchés, nous allons passer sur les médias pour pouvoir vraiment montrer les étapes depuis la base jusqu'au produit mandia à la finition. Depuis quelques semaines, un communiqué du gouvernement rappelle l'interdiction d'importation du tilapia.
Une opportunité pour les producteurs nationaux de booster le secteur. Tout un défi. On se rend compte que l'interdiction est là, mais il y a pas mal des à côté, il y a pas mal de voies non autorisées qui rentrent dans le pays. Et ça fait qu'il y a confusion sur que la goutte qui déborde le vase en ce moment, c'est que les gens amènent les produits frelatés, je veux dire, pour mettre dans des cartons de l'Oftifam pour vendre. On n'a pas de marché, c'est ça qui nous fait faire cette guerre de dénonciation. Aujourd'hui, l'Oftifarm, c'est près de 64% de la production piscicole nationale, 3% de la production halieutique nationale. Dans le plat, le régal en dit long sur le goût de ce produit togolais. Rien à voir avec ce qui vient d'ailleurs. On en vient à présent aux activités menées par la chef du gouvernement, Mme Victoire Tomega Dogbe, s'est entretenue cette semaine avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc sur la tenue du Forum des hommes d'affaires. Madame le Premier ministre a également échangé avec la présidente de la Conférence internationale de la prévoyance sociale CIPRES. Elles ont ensemble abordé les sujets liés au développement économique et social. Comme Poyode. Madame Victoire Tomega Dogbe s'est entretenue avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc avec résidence au Bénin. Les échanges ont porté sur la tenue du Forum des hommes d'affaires le premier trimestre de l'année prochaine et le renforcement des relations entre les deux pays. Les relations entre le Maroc et le Togo sont excellentes. Il faut les raffermir. Il y a aujourd'hui une grande dynamique lancée par le président Faure. Nous voulons accompagner cette dynamique et c'est pour cela qu'on a parlé avec Madame Son Excellence la Première ministre de l'organisation d'un forum des hommes d'affaires qui pourrait avoir lieu au premier trimestre de l'année prochaine. J'espère que les conditions de la pandémie pourraient permettre ce déplacement, d'autant plus qu'il y a, comme j'ai dit, un potentiel d'investissement, un potentiel économique important entre le Maroc et le Togo. Arrivé dans le cadre des activités de la conférence internationale de la prévoyance sociale CIPRES, dont le siège se trouve à Lomé, la présidence de la dite institution Adijatou Matisse, ministre béninois du Travail et de la fonction publique, a échangé avec Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe sur des sujets liés au développement économique et social. J'ai profité de l'occasion pour demander au Premier ministre, vu son parcours impressionnant, les conseils qu'elle pourrait nous prodiguer dans le cadre de l'amélioration du rendement de la CIPRES, ce qui a été fait. Au détour de cela, nous avons abordé les questions de développement de nos pays. Puisque vous savez, aujourd'hui, nos pays se déploient, disons, pour parvenir à un meilleur développement. Et dans ce cadre, plusieurs réformes ont été mises en œuvre de part et d'autre. Le Premier ministre a bien voulu me faire connaître toutes les réformes qui sont en cours au niveau de la République sœur du Togo, à travers tous les programmes sociaux qui se font, les réformes dans l'éducation, et pour sortir également les femmes de la précarité. Également, en décembre, nous devons inaugurer le siège de la CIPRES. J'ai profité de l'occasion pour en discuter avec le Premier ministre. Le chef du gouvernement a salué et encouragé les uns et les autres pour leur engagement en faveur des actions de la feuille de route gouvernementale. Des chiffres alarmants, 35 000 produits chimiques disponibles dans le commerce, plus de 4,9 millions de décès au monde dus chaque année à l'utilisation criminelle ou peu responsable des produits chimiques. L'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques, ANIAC, tire la sonnette d'alarme. Elle met à contribution à cet effet les journalistes. Sylvia Abdou. Ce produit est souvent utilisé dans l'agriculture, ceci dans la médecine et ceux dans les cosmétiques. Il en est de même pour d'autres qui sont utilisés dans l'alimentation et certains dans l'industrie.
Mais au-delà de leurs bienfaits, l'utilisation irrationnelle de ces produits peut entraîner également des conséquences fâcheuses sur la santé humaine et l'environnement naturel. Le cas par exemple des herbicides et des pesticides utilisés dans l'agriculture. Les cosmétiques quant à eux rentrent dans l'entretien de la peau et leur mauvais usage peut entraîner la destruction de cette peau. Et dans tous les domaines, les produits chimiques sont utilisés, que ce soit dans l'agriculture, la médecine, dans l'alimentation. Nous avons des produits chimiques qui sont des milliers que nous utilisons. Et il va falloir que ces produits chimiques soient gérés au mieux pour que ces produits chimiques nous aident dans le cadre du développement socio-économique, plutôt que de devenir des armes chimiques qui auront des impacts négatifs sur la population, sur la santé humaine et l'environnement. Souvent, les gens ignorent parfois ou ne tiennent pas compte des prescriptions, ce qui fait que ces produits sont mal utilisés ou utilisés à des fins de destruction, ce qui leur confère le nom de armes chimiques. L'ANIAC, l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques, met les journalistes à contribution pour mieux sensibiliser les populations sur les dangers et les risques de ces produits chimiques. Ils sont outillés sur l'importance des dispositions de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, convention qui va leur permettre de maîtriser les directives sur la gestion de ces produits chimiques et jouer efficacement leur rôle sur le terrain. Notre atelier que nous organisons est d'outiller les médias qui constituent un maillon fort, qu'ils soient mieux outillés, et aider l'ANIAC à partager les informations nécessaires de cette convention, qui sont connues dans cette convention, afin que la population soit mieux informée contre les néfastes que pourraient causer ces produits chimiques lorsqu'ils sont mal utilisés. L'ambition de l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques, c'est d'amener les populations à un usage rationnel de ces produits. Hors du Togo, en Europe, la situation reste tendue dans plusieurs pays avec l'arrivée de la 5e vague de Covid-19 sur le continent. Les nouvelles mesures restrictives prises dans certains pays, tels que le reconfinement, l'annulation des marchés de Noël, ne sont pas bien accueillies par la population. Aux Pays-Bas, par exemple, on note des scènes d'émeutes. À Rotterdam, aux Pays-Bas, une manifestation contre les mesures sanitaires a tourné à l'émeute dans la nuit de vendredi à samedi. Des coups de feu de sommation ont été tirés par la police et ont fait plusieurs blessés. Les protestations se multiplient dans le pays depuis l'annonce il y a une semaine de la réintroduction d'un confinement partiel accompagné d'une série de restrictions sanitaires. Des barrages et des scènes d'émeutes également en Guadeloupe, où la mobilisation des anti-vaccins et passes sanitaires a une nouvelle fois dégénéré dans les rues de Pointe-à-Pitre. En France, la 5e vague de l'épidémie se confirme avec plus de 21 000 nouveaux cas lors des dernières 24 heures. Plusieurs départements vont étendre ou renforcer les restrictions sanitaires, avec notamment l'obligation du port du masque en extérieur et dans les lieux publics. En Allemagne, la santé des Bavarois passera avant les festivités de fin d'année. Tous les marchés de Noël vont être annulés en raison de la recrudescence des infections. En Autriche, le retour au confinement à partir de lundi divise le pays. Il y a les pour, comme cet homme qui explique qu'il faut que tous les Autrichiens soient solidaires. Et les contre, comme ce jeune homme. On aurait pu prendre des mesures bien avant, dit-il. Je suis surpris que le gouvernement ne réagisse que maintenant et je crains qu'on ait intentionnellement laissé dégénérer la situation. Enfin, en Lituanie, de longues files d'attente se sont formées devant le principal centre de vaccination de Vilnius. Le gouvernement a autorisé la 3e dose et un rappel vaccinal contre le Covid-19. Et le Togo n'est pas encore sorti de l'auberge à ce jour, samedi 20 novembre 2021. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 205, 6 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 844, 5 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 118 et le nombre de décès est de 243. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa.
Et je vous l'annonçais, en titre, l'année fiscale du Profamed 2 est officiellement clôturée. C'est un programme qui a permis de contribuer à la professionnalisation des acteurs des médias. Le projet dispose également d'un volet de formation académique des professionnels des médias, ceci grâce à l'appui de la coopération française. Clarisse Aticlé. Ils font partie de la deuxième promotion du projet de formation et d'appui au secteur de l'audiovisuel et des médias Profamed. Projet qui offre l'opportunité à ses étudiants de disposer d'une licence professionnelle en journalisme après 2 ans de cursus. À la clôture fiscale du projet, les bénéficiaires saluent l'initiative. Nous avons suivi des unités d'enseignement qui sont de qualité. Ça nous a permis aujourd'hui d'être polyvalents. Vous pouvez faire la presse écrite, vous pouvez faire l'audiovisuel, vous pouvez même faire aujourd'hui tout ce qui se fait sur l'Internet en tant que journaliste. Tout ceci est rendu possible grâce au choix judicieux des unités d'enseignement. Elles sont beaucoup plus orientées vers la pratique à l'ISICA. Puisque ce sont des praticiens, la formation a non seulement mis l'accent sur la pratique professionnelle, mais sur les fondements théoriques que tout journaliste doit avoir pour être un bon journaliste à l'ère où nous sommes. La délégation française, principale partenaire du projet, se félicite de sa bonne mise en œuvre. Et il faut toujours, dans un projet, avoir un début et une fin. Ça permet quand même de vérifier les résultats. Ensuite, que nous ayons des aspirations pour faire encore plus ensemble. Je crois que ces aspirations sont partagées et que nous allons voir comment nous pouvons le faire dans les années qui viennent. Et pour le ministre en charge de la communication et des médias, le projet a atteint sa cible. En retour, il est attendu évidemment des professionnels des médias un niveau de responsabilité parce que la qualité de l'information est décisive pour la qualité non seulement du débat public, mais également du vivre ensemble. Le projet Profamed ne s'est pas seulement arrêté à l'offre de formation diplômante. Il a également équipé les ICA d'infrastructures et d'équipements. La rénovation de la salle informatique avec des ordinateurs en est une illustration. À propos toujours des médias, le Togo vient de se doter d'un code du cinéma et de l'image animée. Cette célérité témoigne de l'importance que les plus hautes autorités accordent au cinéma et de leur volonté de faire du 7e art un secteur productif, créateur d'emplois et de richesses pour la jeunesse. Les grands axes et les innovations contenues dans ce code avec Jazina Mbaga. Adoptée le 24, puis promulguée le 29 septembre 2021, la loi portant Code du cinéma et de l'image animée positionne le Togo au même diapason que les pays de l'UEMOA. Réglementé, structuré, ce code cristallise l'ambition des plus hautes autorités de faire du 7e art une industrie robuste, performante, pourvoyeur d'emplois et créateur de richesses. L'intention première en concevant ce code, c'est de faire en sorte que le secteur du cinéma soit mieux organisé au Togo et que les acteurs puissent vivre du secteur du cinéma. C'est pour permettre à chaque citoyen intervenant dans le secteur du cinéma de faire mieux son travail. Faire bien son travail, produire un cinéma de qualité pouvant tenir les têtes d'affiche. C'est la vision du gouvernement soutenue à coup d'innovation contenue dans le nouveau code. Le code prévoit la création d'un centre national de cinéma et de l'image animée. Ce centre est appelé à organiser le secteur du cinéma. Le code prévoit aussi la création d'un fonds de soutien à l'industrie cinématographique. Le code prévoit des avantages sur le plan fiscal qui permet à toute personne qui intervient dans le secteur de bénéficier des exonérations. Le code qui réorganise l'ensemble du secteur du cinéma et de l'image animée est aussi assorti de mécanismes de régulation. L'épineuse question des salles de projection est également abordée. Le code du cinéma et de l'image animée doit encore passer par une ultime étape, l'élaboration des textes d'application. Une conférence internationale a été organisée à cet effet à Ouagadougou, au Burkina Faso, en marge des manifestations de la 27e édition du FESPACO.
Objectif, recueillir et capitaliser les meilleures pratiques au sein de l'espace UEMOA. Nous sommes à pied d'œuvre aujourd'hui pour élaborer ces textes, pour qu'on ne soit pas en déphasage avec les autres pays. Le Code du cinéma et de l'image animée, c'est un document de 227 articles innovants avec pour ambition booster le 7e art en pleine effervescence dans les festivals Clap Ivoire et FESPACO. La journée mondiale de la télévision sera célébrée demain, 21 novembre. Pour la circonstance et en prélude à l'événement, nous sommes sur ce plateau avec M. Sadiq Bandé, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Ensemble, nous allons échanger sur le thème « Les chaînes TV face aux plateformes numériques ». Bonsoir, M. Bandé. Bonsoir, madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de m'avoir invité. D'abord, c'est quoi la télévision d'aujourd'hui? Bien, pour définir la télévision d'aujourd'hui, je vais le faire en partant de 4 dimensions. La première dimension, c'est que la télévision, c'est d'abord un dispositif technique. Parce que pour diffuser, il faut mettre en place des éléments techniques. On a connu la diffusion hertzienne, la diffusion par câble, par satellite, etc. La deuxième dimension, c'est qu'aujourd'hui, la télévision, c'est aussi un ensemble de règles. On ne diffuse pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a une réglementation, il y a des normes. La télévision, aujourd'hui aussi, c'est un ensemble de contenus, de divertissement, d'information, d'éducation. Et puis, la télévision, aujourd'hui, c'est aussi des contenus qui sont adressés à des téléspectateurs. Et ces téléspectateurs reçoivent ces contenus-là sur différents supports. Aujourd'hui, on ne regarde plus la télévision seulement par le poste téléviseur, mais on le regarde aussi à travers l'ordinateur, la tablette, le téléphone mobile, tout ça. Et donc, ces supports, ces contenus et ces supports constituent aujourd'hui le vrai visage de la télévision. Alors, d'aucuns disent que les chaînes de télévision traditionnelles sont en perte de vitesse face aux plateformes numériques. Que répondez-vous? Oui, disons que ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, mais c'est plus complexe que ça. On va nuancer un peu. Aujourd'hui, le développement du numérique a entraîné une évolution à 2 niveaux. Au niveau de l'offre et puis au niveau des contenus de consommation. Au niveau de l'offre, c'est vrai, le développement du numérique a d'abord abaissé les barrières d'entrée de diffusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire de la télévision, ce n'est plus aussi compliqué que ça l'était par le passé. Et on peut le voir à travers la prolifération des web TV et enfin des chaînes de ce type-là. L'autre aspect, du point de vue de la consommation des contenus, c'est qu'aujourd'hui, on peut regarder un contenu en rattrapage. En rattrapage, c'est-à-dire, ce n'est pas forcément sur le champ, on peut le voir 2 jours, 3 jours, plusieurs jours après. Et donc, ces 2 formes d'évolution ont eu pour conséquence en fait, c'est une impression, que la télévision était en perte de vitesse. Et même certains spécialistes sont allés jusqu'à dire que c'était la fin de la télévision. Moi, je ne dirais pas ça pour 2 raisons. La première raison, c'est que, c'est vrai, quand on regarde les parts d'audience au niveau mondial, les télévisions traditionnelles ont chuté un peu. La moyenne mondiale, c'est de 13%. Donc, c'est vrai. Mais il faut noter en même temps qu'aujourd'hui, nous avons connu une multiplication des chaînes de télévision. Et donc, même au niveau des télévisions classiques, elles ne sont plus peu nombreuses. Elles sont aujourd'hui en nombre extrêmement important pour se partager une part de marché qui est restée plus ou moins identique, on va dire. Et donc, forcément, quand on prend chaque chaîne de télévision, on va remarquer qu'il y a à peu près une baisse d'audience à son niveau. Ça a pu donner l'impression que la télévision était en perte de vitesse. La deuxième idée que je voudrais apporter par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, comme on l'a dit tantôt, la télévision peut être vue sur plusieurs supports. Ce n'est plus seulement à la maison, dans son salon, mais on peut regarder la télévision dans le bureau ou un peu partout ailleurs. Et donc, on a comme l'impression que la télévision est en perte de vitesse. C'est une impression, ce n'est pas tout à fait exact. Il faut nuancer un peu. Et pensez-vous aujourd'hui que la télévision est encore capable de réunir des millions de téléspectateurs comme auparavant? Oui, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, ça devrait être plus facile. Ça devrait être plus facile parce que Internet
et la télévision ont des intérêts convergents. Je fais ce petit raisonnement. Regardons un peu la chronologie du développement de la télévision. Enfin, des médias, je vais dire, des médias. Dans un premier temps, on peut parler de la presse écrite. Ensuite, on a connu la radio. Ensuite, on a connu la télévision. Ça fait 3 étapes. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que Internet est la 4e étape? Je ne crois pas. Parce que Internet n'est pas un média. Et donc, puisque Internet n'est pas un média, Internet est à la disposition aussi de la télévision, comme de toutes les autres plateformes numériques. Et donc, ça revient à la télévision de domestiquer Internet et de l'utiliser pour s'adapter à ce public qui est aujourd'hui de plus en plus exigeant. C'est même plutôt un avantage pour la télévision, je pense. Justement, quelle stratégie mettre alors en place? Bien, du point de vue stratégique, j'ai, disons, 2 idées principalement. La première idée, c'est qu'aujourd'hui, il faut que nos télévisions aient des stratégies du numérique. Aujourd'hui, on ne peut plus être une télévision sans stratégie formalisée du numérique. Il faut une stratégie bien écrite, bien pensée, bien réfléchie et une stratégie qu'on doit mettre en œuvre. Je vous prends un exemple, si vous permettez. Oui, allez-y. Si nous prenons le cas des réseaux sociaux, il y a des recherches qui ont montré que sur les réseaux sociaux, les gens aiment discuter de ce qu'ils ont vu à la télé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les émissions utilisent ce résultat pour proposer aux téléspectateurs, ou plutôt aux internautes, de participer à l'émission. Il y a des émissions où vous pouvez interagir, enfin, envoyer des idées par Twitter, par WhatsApp, par Facebook. Et ces idées passent à la télévision, du moins certaines d'entre elles. Et même après l'émission, l'internaute, le téléspectateur peut interagir avec les responsables de l'émission. On peut repasser des extraits, on peut repasser des coulisses de l'émission, ainsi de suite. Et donc, ça renforce un peu, ça rapproche, on va dire, l'émission de la cible. Et je crois que c'est des choses qu'il ne faut pas du tout négliger. Je prends un autre exemple, si vous permettez. La TVT, par exemple, pourrait produire une série originale. Une série originale. Et lors du passage des épisodes, on peut faire un jeu. On peut faire un jeu, on dit, par exemple, il faut parier sur ce qui va se passer entre tel et tel personnage d'ici la fin de l'émission. Et puis les gens y participent, ils envoient des messages, tout ça. Et à la fin, on délibère, 2 ou 3 vont gagner, des choses comme ça. Et donc, voilà des stratégies qui, aujourd'hui, peuvent permettre à la télévision de se rapprocher de son public davantage. Oui, de la population davantage. Et faut-il également pour une stratégie multichaîne? Oui, la stratégie multichaîne, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que d'abord, ça permet à la télévision de diversifier son offre, véritablement, parce que lorsqu'on est généraliste, c'est très difficile de satisfaire tout le monde. C'est très difficile, on essaie, mais c'est très difficile. Donc, ça permet de diversifier l'offre. Ça permet d'avoir des chaînes complémentaires. Et puis, ça permet, je pense, de satisfaire les besoins des téléspectateurs, même si je pense que la télévision ne doit pas trop se limiter à la satisfaction des besoins des téléspectateurs, parce que la télévision elle-même a un devoir d'éducation. Et donc, il faut aussi apporter aux téléspectateurs un autre message que ce à quoi ils s'attendent. Merci, M. Sadjik Bandé, pour cet éclairage. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Et à suivre ce soir, après le journal de 20h, donc juste après ce journal, une émission spéciale consacrée à la TVT, hier, aujourd'hui et demain, une émission dans le cadre de la journée mondiale de la télévision, célébrée donc demain, 21 novembre, une émission présentée par Gerson Dovo et Carole Bétor. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.